L'épisode que vous vous apprêtez à écouter a été réalisé en partenariat avec Petite Émilie. Petite Émilie, c'est la première association vers laquelle je me suis tournée quand j'ai été confrontée au deuil périnatal fin 2017. Rassemblant à la fois des parents et des soignants et soignantes, cette association sans appartenance politique ou religieuse œuvre pour un meilleur accompagnement des personnes qui sont confrontées à une interruption médicale de grossesse et à un deuil périnatal. Dans ce premier épisode hors série, vous découvrirez notamment la voix de Caroline Lemoine, qui a fondé cette association en 2003. Caroline revient sur l'IMG qu'elle a vécu un an auparavant et sur une affaire qui a éclaté au sein d'un hôpital parisien lorsque des centaines de corps de fœtus ont été retrouvés dans une chambre mortuaire. Et à l'origine de cette découverte, il y a un appel téléphonique de Caroline, mon invitée. C'était en 2005, il y a 20 ans. Cet événement, il est marquant, il est choquant. Mais au-delà du scandale sur lequel nous reviendrons dans cet épisode, il y a aussi et surtout une prise de conscience essentielle. La voix des familles qui vivent un deuil périnatal ne peut plus être passée sous silence. Un grand merci à l'association Petite Émilie d'avoir choisi Au revoir podcast pour mettre en lumière ses actions et vous faire découvrir d'autres récits et témoignages à propos du deuil périnatal. Et maintenant, découvrons ensemble l'histoire de Caroline. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement, ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou encore du décès d'un enfant quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter cet épisode dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Et surtout, n'oubliez pas. Dans le mot deuil, il y a certes le D, De décès. mais il y a aussi le E d'espoir. 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 Et le I. Qu'on retrouve dans le mot vie. Qu'on retrouve dans le mot vie. je vous souhaite une bonne écoute. C'est l'histoire d'une jeune femme qui veut savoir ce que l'hôpital a fait du corps de son bébé mort-né. 3 ans après son interruption médicale de grossesse, survenue en 2002, et 18 mois environ après la naissance d'une petite fille bien vivante, Caroline ressent le besoin d'être tenue au courant, de lever, peut-être aussi, le tabou qui pèse sur le deuil périnatal. Ça commence par un appel téléphonique au printemps 2005 à l'hôpital dans lequel elle a accouché de son premier enfant. Quand la crémation a-t-elle été réalisée ? Y a-t-il un lieu où elle peut se recueillir ? On la redirige alors vers un plus grand hôpital, un hôpital parisien. C'est là que le corps a été pris en charge après l'accouchement. Là-bas, on saura lui répondre, assurément. Car pour le moment, on ne peut pas lui donner de réponse. Et ça, c'est vraiment dur à encaisser de ne pas savoir, d'être dans l'inconnu et le flou quand on vit en plus une épreuve si taboue, si invisible, si abstraite aussi, pour l'entourage et la société. Mais on lui promet de la tenir informée le plus rapidement possible. En juin 2005, l'hôpital parisien lui téléphone enfin. Et ce qui suit va bouleverser la vie de Caroline, maman de Rémi, et va aussi donner lieu à une affaire qui a agité l'AP-HP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Et cette affaire, elle a eu des conséquences directes pour des milliers de familles endeuillées. C'est en faisant entendre sa voix qu'on peut changer les choses et faire bouger les lignes. Ça, Caroline le sait. Au revoir podcast et Petite Émilie, Caroline Lemoine, portez la voix des parents. Pour comprendre l'histoire de Caroline, il faut remonter à l'année 2002. Caroline a 26 ans, elle est enceinte de son premier bébé, un garçon. Et puis au détour d'examens réalisés lors de sa grossesse, elle apprend qu'il y a un problème. La fameuse annonce qui met un coup d'arrêt aux projections, à l'espoir d'avoir un bébé en bonne santé, d'avoir un bébé vivant. Nous sommes en 2002 donc, et l'IMG lui est proposée. L'IMG, c'est l'interruption médicale de grossesse.
Interrompre médicalement la grossesse jusqu'à son terme est possible en France car la loi l'autorise dans 2 cas de figure. Si la vie de la femme enceinte est menacée ou si le fœtus présente une pathologie d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Il y a 23 ans, se souvient Caroline, on n'y va pas, par 4 chemins. Son bébé ne pourra pas vivre, ce sera donc l'IMG. Autre temps, autre manière d'accompagner, ou de ne pas réellement accompagner justement, cette épreuve et le deuil périnatal qui en découle. Donc, c'est notre premier enfant, tout va bien, on n'a aucun antécédent, on fait comme tout le monde les tests de dépistage trisomie 21 mais on le fait comme, je sais pas moi, comme on va se faire détartrer les dents, hein. On le fait de cette manière et puis les résultats qui reviennent montrent qu'il y a un risque qui est quand même relativement important par rapport à ma tranche d'âge et à et à mon histoire. Donc on me demande si je veux faire une amniosynthèse, je dis: «Ben, d'accord». Et moi ça avait commencé, ben, quand même comme tout le monde à m'inquiéter un peu, mais sans plus parce que parce que c'était comme ça et de toute façon c'est comme les accidents de la route, hein, c'est toujours les autres et c'est pas soi. Et le résultat de l'amniosynthèse, c'est mon gynécologue qui me dit, bah, voilà, on a fait le cariotype et on connaît personne qui vive avec ça. Ça s'arrête là, le «ça» et donc décision, proposition, c'était même pas j'ai même pas eu le choix, hein. On m'a pas laissé le choix. C'était, on vous conseille l'interruption médicale de grossesse, mais en face, aucune alternative. Donc j'en parle à ma mère, vu elle bossait dans cette maternité, que j'avais bossé l'été, donc je connaissais en plus l'équipe. Ma mère, prend ça aussi en face, mais OK, interruption médicale de grossesse et on y va, mais on y va vraiment comme l'appendicite. C'est-à-dire qu'on m'a dit: «Voilà, tu vas y aller, on va t'endormir», peut-être qu'on m'a dit que tu vas accoucher, mais voilà, après c'est terminé et puis, vous avez pas eu de chance, c'est tombé sur vous, mais voilà, c'est bon, ça arrive, on passe à la suite. Donc j'y vais, j'accouche là-bas, donc dans une maternité, que je connaissais. Mon mari, m'accompagne, il repart après parce qu'il allait bosser, mais il est pas resté simplement, parce que, c'était présenté comme cet appendicite. Finalement, il est revenu aussi dans la chambre durant la journée. C'est très flou parce que je réagissais super mal aux médicaments, on m'avait shooté et cetera. Je sais que j'ai accouché, que je suis descendue en salle de travail, j'ai senti mon fils quand même sortir et au moment où tout se passait, il y avait une petite étudiante qui était là, qui dit au gynéco: «Qu'est-ce qu'on fait?» Et le gynéco lui dit: «Ben, on l'endort, ça a aucun intérêt globalement». Donc on m'a endormie. Donc j'ai juste senti que la poche des os que le bébé était en train de descendre et quand il a fallu vraiment le retirer, c'est là où ils m'ont endormie. Pour la sortie du bébé, là, ils m'ont complètement, anesthésie générale. Au moment où il fallait l'aider à sortir et quand il y a eu toute l'intervention du gynécologue, c'est là où moi j'étais endormie. Quand je me dis a posteriori tout ce qui aurait pu se faire différemment, ça aurait pu se faire différemment. Mais sur le coup, de toute façon, à partir du moment où on a confiance dans l'équipe et c'était mon cas, OK, je les ai laissés faire et puis voilà. Je me suis réveillée. Heureusement, j'ai eu la présence d'esprit ou l'envie de voir mon fils le lendemain. Donc j'ai pu le tenir, dans mes mains, 2-3 minutes. Quand on m'a présenté, le bébé, ils étaient très gentils. Elle m'a dit: «Après, si vous voulez le revoir, vous pouvez» et cetera. Donc ça s'est bien passé et sur le coup, vraiment, je l'ai bien vécu. Ça, c'est, super important. OK, c'était comme ça ira mieux après, peut-être, peut-être pas, je sais pas, mais je l'ai vécu comme ça et puis voilà et terminé. Et l'équipe soignante, que je connaissais, qui malgré tout était adorable et tout, mais ils ont fait comme d'habitude, hein, voilà, ils le font comme ça. J'étais en maternité, il y avait tous les bébés qui pleuraient, ça, toutes les filles, tous les parents savent ce que c'est quand on a un enfant qui meurt et qu'à côté il y a les c'est horrible. Mais bon, j'étais là et puis tout le monde était là: «Oui, mais tu jeune, tu auras d'autres, ça ira bien, machin, machin, machin», OK. Et je ressors, de la maternité, voilà. Mais c'était très paradoxal parce que les autres te présentent ça comme l'appendicite et la parenthèse dans ta vie. Mais toi, tu sais bien que c'est pas une parenthèse que tu as vécue. Tu peux pas avoir des contractions, tu peux pas être en maternité, tu peux pas accoucher même si tu as été endormie et qu'on te dise que c'est juste, une parenthèse quoi. C'est juste bon, bref. Et puis on m'avait surtout dit: «Bah, dans 4 mois, vous retournez voir votre gynécologue et il vous donnera le go pour essayer d'avoir un autre enfant».
Nous sommes le 19 juin 2002 lorsque Rémi, petit bébé mort-né, vient au monde. À cette époque, quelques dispositions ont déjà été mises en place pour permettre aux femmes et aux couples qui vivent ce deuil si particulier de faire exister, en quelque sorte, leur bébé au sein de la famille. Caroline accouche à 24 semaines d'aménorrhée plus 4 jours, 5 mois de grossesse environ, et depuis une circulaire datant de 2001, les bébés morts-nés, à partir de 22 semaines d'aménorrhée, soit le seuil de viabilité retenu par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, peuvent être inscrits à l'état civil. Rémi, comme d'autres bébés morts-nés, peut donc être inscrit sur la page « Premier enfant » du livret de famille, selon des modalités qui diffèrent des enfants nés vivants et décédés après. Car dans le cas des bébés morts-nés, il n'y a pas de personnalité juridique. Et puis se pose la question, que va devenir le corps de Rémi ? Il arrive que les parents se chargent eux-mêmes de l'inhumation lorsque la naissance a lieu après 22 semaines, toujours, mais c'est rare. D'ailleurs, ce n'est qu'à partir de 2001 qu'une circulaire autorise les cimetières à inhumer ces bébés. La maternité informe donc Caroline que son fils sera pris en charge par l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, un établissement de l'AP-HP à Paris. Une autopsie sera réalisée, puis l'hôpital se chargera lui-même de la crémation, qui peut avoir lieu quelques semaines après. Nous sommes 1 an plus tard, en 2003, et Caroline est de nouveau enceinte. Au mois de juin arrive le premier anniversaire de cet accouchement particulier, de la venue au monde de Rémi. C'est un anniversaire douloureux qui pousse Caroline à trouver sur Internet des personnes avec qui échanger. À cette époque, aucun espace en ligne n'est réservé au deuil périnatal. Mais au détour d'un forum sur la grossesse, elle fait la rencontre d'une jeune femme, Sabrina, qui s'apprête à vivre la même épreuve qu'elle. 2003, premier anniversaire, est super difficile parce que premier anniversaire, personne qui comprend autour, parce qu'il n'a pas existé, parce que personne parle de lui, parce que pas de photos, parce que rien, juste la douleur, mon mari et moi. Donc je commence à traîner sur Internet. À l'époque, ça devait être magrossesse.com, je sais plus si ça existe. Hein. Et je rencontre une jeune fille qui est en train de faire le test de dépistage de la trisomie 21 et qui s'inquiète. Alors j'essaye de lui remonter le moral quand même. Et je suis un peu, son histoire, les étapes, j'essaye de l'aider comme je peux. Le résultat tombe, donc interruption médicale de grossesse. Et là, Sabrina se retrouve dans le même état que j'étais moi 1 an avant. Et je me dis, c'est pas possible. 1 an après, elle vit exactement la même horreur. Comment c'est possible ? Donc, je fais une petite, une mailing list avec 3 filles de ma grossesse. Et dans la foulée, je me dis, au cas où, je vais monter une association. Donc, mon mari était trésorier et une de mes meilleures copines était secrétaire. Voilà, on était 3 et je me suis dit, je fais ça comme ça, juste. Et puis, de fil en aiguille, j'ai créé l'association Petite Émilie. Donc, Émilie, c'est le nom de la fille de Sabrina. Et c'est en aidant Sabrina que j'ai créé l'association. Donc voilà, Petite Émilie, ça coulait de source. On rencontre beaucoup de familles et on commence à s'entraider via un forum. Donc je crée cette association et on décide aussi tout de suite de travailler en lien avec les professionnels et de pas se mettre en opposition. Parce que ça sert à rien et parce que les professionnels souffrent également. Et ils souffrent différemment, mais accueillir la mort en maternité, c'est un traumatisme différent, mais c'est un traumatisme pour les professionnels s'ils sont pas prêts. Et si on veut que ça soit bien vécu par les familles, il faut que famille et professionnels le vivent bien. Donc ça, c'était, on va bosser avec les professionnels qui veulent bien nous aider. Il y a l'équipe des diaconesses qui a été la première équipe, il y en a eu d'autres. Et on commence donc à aider les familles sur Internet. Et c'est surtout ce qu'on a découvert dès le début, c'est que il y avait cette espèce d'atmosphère que moi j'associais aux soldats qui ont vécu la guerre. Ils ont vécu les tranchées en 14-18, ils se retrouvent après entre anciens combattants et ils ont besoin d'échanger. Petite Émilie, c'était pareil. On a vécu la guerre, clairement, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre famille. On est là et on se comprend parce qu'on a traversé la même épreuve. On était sur d'autres champs de bataille, mais on a traversé la même épreuve. Et l'idée, c'était aussi, dès le début, d'aider ceux et celles qui allaient la vivre, cette guerre. Parce que j'ai pu aider Sabrina, j'ai pu la préparer, j'ai pu lui dire ce qui allait se passer par rapport à mon vécu à moi, qui était juste un vécu. Et ça a fonctionné comme ça tout de suite, Petite Émilie. On est là,
avant, pendant, après. On apporte le maximum d'informations, on ne juge pas et on n'a jamais fait, on n'a jamais posé de critères en disant: «Ah bah toi tu as vécu, une interruption médicale de grossesse à 5 mois, alors c'est moins dur qu'à 6 mois et c'est moins dur qu'à 7 mois et c'est moins dur que» non, c'est chacun sa douleur et on la respecte et on l'entend et on l'accompagne et ça, c'était formidable. Pour toutes les alors je dis toutes les familles, mais c'était, essentiellement des mamans. Bon, les papas sont derrière et ils lisent peut-être l'écran et les mamans retransmettent, mais c'est surtout les femmes qui ont besoin de partager ce qu'elles sont, pour le coup, en train de vivre, vraiment physiquement. Plus d'un an après son IMG, Caroline donne naissance à une petite fille en parfaite santé. Pour elle, les choses sont claires. Ce qu'elle a vécu en juin 2002 n'est pas reconnu par la société, mais il ne doit pas y avoir de tabou, pas de secret dans sa famille. Sa petite fille saura qu'il y a eu un petit garçon avant elle. Et c'est cette envie qui pousse Caroline à contacter l'hôpital dans lequel elle a accouché de Rémi. Sa fille a 18 mois quand, au printemps 2005, elle prend son téléphone. Elle appelle la maternité. Qu'est devenu le corps de Rémi ? Y a-t-il un lieu pour se recueillir, pour penser à lui, en famille ? On lui annonce qu'on va se renseigner, que ses cendres devraient être à Thiers, dans le Val-de-Marne, parce que dans ce cimetière, il y a un carré des anges, un espace, pour que les familles puissent se réunir pour rendre hommage à leur bébé. Mais Caroline sent qu'il y a quelque chose de flou dans cette réponse. Il y a des hésitations, des doutes, comme si, en fait, on ne savait pas vraiment. Son interlocutrice lui dit de contacter directement l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui avait pris en charge le corps au moment de l'autopsie. J'appelle Saint-Vincent-de-Paul en disant: «Bah, voilà, mon fils Rémi est mort le, 19 juin 2002. Je voudrais savoir où sont ses cendres». Donc j'ai 1 ou 2 personnes au téléphone qui me disent, «Bah, on cherche et puis on vous rappelle». Et en juin, 2005 toujours, la direction m'appelle en disant, «On voudrait vous rencontrer. Bonjour madame, c'est l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Par l'appareil. rapport à votre demande, on voudrait vous rencontrer». Donc bah, je dis: «OK» et j'arrive à l'hôpital, donc Saint-Vincent-de-Paul en 2005 et là j'arrive avec 2 casquettes et ça c'est aussi important pour la suite. J'arrive avec moi Caroline, maman de Rémi qui cherche ce qu'est devenu le corps et moi Caroline, présidente de l'association Petite Émilie, qui a qu'une envie, c'est d'avoir, des bons contacts avec la PHP parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour toutes les familles qui sont au sein de l'association. Et ça, les 2 me portent en parallèle. Il est hors de question pour moi que mon vécu personnel puisse contrarier le travail associatif. Donc arrive juin 2005, j'ai cette réunion avec une personne de la direction et un médecin qui me disent: «Oups, on est désolé, en fait, il y a pas eu de crémation, on a toujours le corps de votre enfant». Bon et là mais là c'est juste surréaliste, enfin c'est la 5e dimension. C'est: «Ah mince, on avait vraiment l'impression de l'avoir oublié au fond d'un tiroir, hein, mais comment c'est possible?» Et en même temps, c'est ce qui est c'est l'esprit humain est assez génial, c'est qu'en 2 ans, j'ai eu le temps de voir tout ce que j'avais pas fait. À force de rencontrer des familles qu'on a mieux accompagnées et qui ont pu faire les choses différemment, qui ont dit au revoir à leur enfant, qui ont fait une cérémonie, qui ont pris en charge les funérailles et cetera. Quand on m'a dit ça, j'ai vécu ça comme une chance. Je me suis dit: «C'est formidable, je vais pouvoir faire tout ce que j'ai pas fait. Je vais pouvoir lui dire au revoir, je vais pouvoir faire une cérémonie, je vais pouvoir faire plein de choses». Et puis là, on m'a dit: «Mais oui, mais vous savez, si vous faites une cérémonie, il va falloir remplir des papiers et la police, va en être informée. Ils vont se rendre compte que le corps est encore là après 2 ans, donc ça va faire des histoires». Et voilà, donc moi, bien gentille, présidente d'association, je veux pas d'histoire. Je dis: «OK, à ce moment-là, vous vous occupez de la cérémonie, mais je voudrais au moins, pouvoir faire quelque chose». Donc j'ai pu, donner un doudou pour mon fils, un petit mot et ils se sont occupés de la cérémonie en me prévenant bien, du jour et de l'heure. Donc là, on est fin juin, je crois, vers oui, allez, on va dire le 25 juin. Il y a ça, j'apporte un doudou pour que la crémation de mon fils ait lieu avec le doudou. On sait voilà, quelle date ça a eu lieu. Puis pour moi, c'était fini. J'attendais juste qu'on puisse bosser intelligemment avec la PHP. Donc, on passe quelques semaines. On est en juillet. Je vais chez mon père. Je suis dans la voiture. Je conduis et là, j'entends à la radio sur FIP une dépêche AFP
300 corps de fœtus et d'enfants conservés à Saint-Vincent-de-Paul, découverts, conservés dans des conditions horribles. Et là, j'étais vraiment contente pour le coup de ne pas avoir d'accident parce que je crois que je me suis liquéfiée sur place. J'ai fait les derniers kilomètres, mais... Enfin voilà, j'ai fait les derniers kilomètres, je suis arrivée chez mon père. Et toujours pareil, pas de réseaux sociaux ni quoi que ce soit. Donc je vais sur Internet. Heureusement, j'ai dit bonjour à mon père et à ma belle-mère, je pense, mais c'est tout. Je me suis ruée sur Internet et j'ai cherché les numéros de téléphone des directions de journaux, Libération, Le Monde. Et je pense que c'est Libération que j'ai eu. J'ai laissé un message sur le répondeur en disant, voilà, il y a cette histoire et je crois que c'est en raison de recherches que j'ai fait moi pour mon fils que c'est sorti. Des centaines de fœtus sont donc découverts. Et parmi ces corps de bébés entreposés depuis des dizaines d'années dans une pièce de l'hôpital, il y avait celui de Rémi. Jusqu'à ce que quelques semaines plus tôt, Caroline téléphone à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, jusqu'à ce qu'elle se renseigne, qu'elle demande des comptes. Et lorsqu'on lui annonce que la crémation de son bébé n'a toujours pas été réalisée 3 ans après sa naissance, Caroline pense qu'il s'agit en fait d'un cas isolé. Mais non. Ce qu'elle vient d'entendre à la radio prouve le contraire. Et ce qu'il se passe ensuite dépasse largement l'histoire de Caroline. En plein cœur de l'été 2005 éclate l'affaire des fœtus de Saint-Vincent-de-Paul. Sidération, incompréhension. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Comment est-ce possible ? 351 fœtus perdus dans les oubliettes de l'administration, titre le quotidien Libération, en août 2005. Certains sont conservés depuis 1985, explique à l'époque Jean-Marc Boulanger, secrétaire général de la PHP au Journal National. Un article du 3 août revient sur l'origine de cette découverte. Le journaliste mentionne d'abord une réorganisation du service, puis viennent coup sur coup 2 sollicitations qui vont avoir un impact important et décisif. Il y a d'abord, je cite, la demande fin mai d'une mère qui s'est inquiétée du devenir de son enfant. Cette mère, c'est Caroline Lemoine, mon invitée. Puis une seconde demande, début juillet. Seulement une poignée de soignants connaissaient l'existence de cette pièce, mais suite à ces demandes de parents, une autre personne, une cadre du service, la découvre. Et les conditions de conservation sont telles qu'elle décide de donner l'alerte. En l'espace de quelques semaines, cette affaire, dont l'appel téléphonique de Caroline est l'un des points de départ, s'invite dans tous les quotidiens nationaux, à la télévision, à la radio. Dérangeante survenue à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris. D'après le ministère de la Santé, au moins 350 fœtus et corps d'enfants morts-nés, datant pour certains de plusieurs années, ont été découverts dans la chambre mortuaire de l'établissement. Car ces corps de fœtus n'auraient jamais dû être stockés ainsi pendant tout ce temps. La police scientifique, les hauts responsables de la santé publique, pour faire la lumière sur l'horreur à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. C'est dans la chambre mortuaire qu'ont été découverts à l'occasion... Je me suis rendu sur place et ce que j'ai vu m'a énormément choqué. J'ai encore en mémoire des images très éprouvantes. Ces poches et bocaux de formol répartis dans ces salles. Les conditions de conservation étaient indignes. Nous allons essayer de retrouver la trace des familles. Cette terrible découverte est pour elles une seconde souffrance après la perte de leur enfant. J'en ai conscience. Déclaration de Xavier Bertrand, alors ministre de la Santé, dans Le Parisien, août 2005. Alors il y a enquête. Enquête de police, audition menée par l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, car cette affaire soulève de nombreux problèmes éthiques qui concernent non seulement le devenir des corps, mais également le respect de la volonté des parents. Conservés depuis des années, parfois même depuis 20 ans, ces corps auraient dû être, je cite, rendus à leurs parents ou incinérés, selon un article de Libération publié en octobre 2005. Incinérés, c'est dire le regard que l'on porte sur ces corps de bébés mort-nés, incinérés comme des déchets anatomiques, en quelque sorte. Pour un grand nombre d'entre eux, l'obligation légale dite de restauration, à savoir rendre le corps en état après une autopsie, n'a pas été respectée, souligne par ailleurs le rapport de l'IGAS, cité par le quotidien. L'article mentionne également le désordre, l'inexactitude qui règne dans les registres. Selon ces derniers, certains corps avaient dû être emmenés pour une crémation alors qu'ils étaient en fait toujours présents à l'hôpital.
À 3 reprises, des autopsies ont été effectuées en dépit de l'opposition formelle des parents pour raisons religieuses, notent en plus les enquêteurs de l'IGAS. Face à ces dysfonctionnements, le Comité national d'éthique est saisi. S'agit-il de négligence de la part des médecins qui avaient accès à cette pièce ? Le grand public, pour qui la problématique du deuil périnatal est complètement tabou, inconnu, a du mal à comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire. Certains soignants estiment même parfois qu'il n'y a pas véritablement d'affaire. C'est ce qu'on note dans quelques articles de l'époque. Du côté des scientifiques, on minimise parfois la gravité de ces pratiques, des pratiques selon eux légales et courantes dans les hôpitaux universitaires pour faire avancer la recherche, note-t-on dans Le Parisien d'août 2005. Manifestement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais ce n'est pas un scandale majeur, estime un pédiatre de Saint-Vincent-de-Paul, interviewé par Libération durant l'été. Oui, bonjour, Mais c'est Sophie de et les parents de ces bébés dans tout ça ? Et nous, à la PHP, on a été obligé de mettre un numéro vert parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui nous appelaient, souvent très émus, pour nous demander est-ce qu'ils avaient des traces de leur enfant qui était décédé à Saint-Vincent-de-Paul ou ailleurs. La voix que vous entendez, c'est celle de Marc Dupont, que j'ai contacté par téléphone en décembre 2024. Adjoint au directeur juridique de l'AP-HP, il se souvient très bien de cette affaire. Il venait d'ailleurs de prendre son poste quelque temps avant. Selon lui, cette affaire justement marque un tournant dans la reconnaissance et l'accompagnement du deuil périnatal. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose de très, très profond là, qui se jouait. Et donc ça a été donc une affaire nationale importante. Et donc à la suite de ça, dans la foulée, il y a eu le comité national d'éthique a fait un avis en urgence, en août 2005, un avis sur la conservation des corps des enfants mort-nés, notamment la recherche, comment est-ce qu'on peut faire des recherches, combien de temps on conserve les corps, est-ce qu'on peut... Et tout ça, donc on découvrait tout un sujet, un sujet qui était complètement confidentiel jusqu'alors. Et puis là, on est obligé de regarder un petit peu ce qui se passait dans toutes les maternités. Et pas uniquement à Paris, mais aussi dans toutes les maternités françaises. Alors, il y a eu comme d'un seul coup un grand coup de projecteur sur ces sujets-là. Vous voyez, mais même les services qui étaient en cause, il avait du mal à comprendre, parce qu'il y avait des habitudes médicales qui faisaient que les fœtus, finalement, on les conservait, puis on faisait des études dessus, et puis c'était comme ça, vous voyez. Après, il y a une prise de conscience, même par les intéressés, qui ne se rendaient pas forcément compte de ce qu'ils avaient, du retentissement de ce qu'ils faisaient. Ils disaient, c'est normal, parce que, par exemple, à Saint-Vincent-de-Paul, le médecin qui est le professeur de médecine qui était en cause, lui, c'était un très grand spécialiste du développement fœtal, et puis il considérait qu'il œuvrait pour la bonne cause en faisant des études comparatives du développement des enfants, de leurs caractéristiques, etc. Sans se rendre compte qu'il y avait probablement un côté, il y a un côté qui était immédiatement celui du point de vue de la mère, quoi, qui pour elle c'était un drame. Bon, et c'est vrai qu'il y avait un côté un peu désincarné du côté de ces scientifiques. Alors que pour beaucoup pour toutes ces femmes, c'était un drame complet. C'était l'idée aussi qu'on les avait trompées, puisqu'on leur faisait miroiter l'inhumation au cimetière de Thiers, et puis finalement, on se dit, non, vous voyez, donc, voilà. Donc oui, en fait, pour résumer, c'est un petit peu une sorte de choc de deux regards complètement différents qui entrent en collision, avec d'un côté le regard de la médecine, et de l'autre un regard dont on n'avait pas forcément tenu compte à ce niveau-là, qui était le regard des mères qui avaient accouché, et puis en fait, globalement, des parents. Là, il y a quand même un gros choc qui se fait entre ces deux conceptions complètement différentes. Il y avait le choc émotionnel des familles, qui est une tristesse absolue de perdre un enfant. Et puis après ça, vous avez la conscience du médecin chercheur en médecine, si vous voulez, qui lui dit tout ce que je fais, c'est quand même très positif pour éviter justement qu'il y ait des fausses couches ou qu'il y ait des pertes d'enfants au cours de grossesse, et qu'il veut ça de façon très positive et qu'il fallait des corps pour pouvoir avancer. Et là, vraiment, effectivement, il y a eu vraiment un choc des cultures qui a été très important pour la suite. Je pense que est apparu le fait qu'on ne pouvait pas avoir un côté sans voir l'autre. À la fois, c'est important aussi que les généticiens, que les pathologistes fassent ces travaux aussi pour qu'on puisse avancer dans la prévention de la mortalité périnatale. Donc, mais bon, encore une fois, ce qui est important aussi à l'hôpital quand on perd un enfant, c'est qu'on ait tout l'accompagnement, et puis qu'on ait une transparence absolue, et qu'on tienne compte de la peine, de la souffrance des familles, quoi, des couples et des femmes.
Et donc, Madame Lemoine, quand elle demande où est son enfant, elle est dans une démarche très moderne, puisqu'elle dit, voilà, je suis la mère de cet enfant c'est le mien, et je veux savoir ce qu'il en est. Vous voyez, elle est dans une démarche très positive et très d'exigence qui était tout à fait normale. Hein. Mais à l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient fait comme elle, oui, qui auraient été demandés, puis qui ont été demandé des questions supplémentaires et qui se seraient étonnés ou qui se seraient plaintes, oui, parce que c'est une chose qui était vaguement tabou, on n'en parlait pas. Le deuil périnatal, c'est l'épreuve dont habituellement on ne parle pas. C'est l'épreuve invisible. Mais cette fois-ci, elle s'invite dans la presse. En plus des articles consacrés à cette affaire en tant que telle, on donne la parole à des parents, à Caroline par exemple, mais aussi à des soignants, soignantes qui viennent appuyer la gravité de cette découverte et toute l'horreur qu'elle représente pour les familles qui ont dû dire au revoir à leur bébé. Pour des parents, tout ce que cela remue est abominable. S'ils s'affolent tous et doutent désormais de ce qu'on leur a dit, qui était advenu, c'est épouvantable. Je veux croire que cette affaire n'est qu'une horrible exception. Si des parents doutent, il faut qu'ils aillent demander des informations, des traces. J'ai vu des parents revenir 15 ans plus tard. Ils avaient laissé faire l'hôpital à l'époque, mais ils voulaient savoir. Je les accompagnais chercher les registres. Le médecin reprenait avec eux le compte-rendu d'autopsie. Geneviève Delézy, psychanalyste, dans les colonnes du Parisien. Août 2005. Si on parle de fœtus, d'un point de vue médical, il n'en reste pas moins des bébés. Des bébés attendus, des bébés qui étaient désirés. Revenons-en maintenant à Caroline, notre invitée. En 2005, elle est bien déterminée à porter la voix des familles, en tant que maman de Rémi, mais aussi et surtout en tant que présidente de l'association Petite Émilie. Au-delà du scandale, on assiste donc à l'émergence de la parole des parents. Écouter ces derniers est nécessaire pour assurer un meilleur accompagnement de ce drame. Car ce sont justement ces parents, ces femmes, ces couples qui le vivent en première ligne. Ce sont leurs bébés qui sont concernés. Désormais, ces parents, ils et elles doivent avoir voix au chapitre. Ce qui était super important pour moi, malgré tout le travail de bien qu'on avait fait déjà avec cette époque avec les professionnels, c'est que les professionnels de santé et les médecins ne gardent pas la main sur cette histoire. Hein, quand ça sort, c'est que vraiment il a fallu quelqu'un qui ait du courage pour dire voilà ce que j'ai vu. Et en fait, la personne la plus courageuse, c'est vraiment la personne, et c'est une femme, qui a fait la recherche, qui a découvert la pièce où tout était conservé, et qui n'a pas fermé la bouche, qui a appelé la direction, en disant « ça, moi, je ne le couvre pas, ça, moi, j'en fais pas partie ». Et donc, je voulais surtout qu'il y ait une parole de famille en face, donc j'y suis allée, avec vraiment ce désir aussi de faire comprendre ce que vivaient les familles, parce que 2003, je pense que c'est comme aujourd'hui, donc on va voir une partie des gens qui vont dire IMG, IVG, de toute façon, vous le vouliez pas, alors arrêtez de nous gonfler avec ça. Et c'est très dur de faire comprendre à ces gens-là que déjà, à l'époque, on faisait beaucoup ce que les médecins nous disaient de faire, ce que les équipes soignantes nous disaient de faire. Mais qu'en plus, la démarche des parents, c'est on va décider à un moment qu'on préfère donner la mort que donner la vie parce que c'est quelqu'un qu'on aime. Et les familles sont dans cet état d'esprit. Donc quand il y a 300 corps qui sont conservés, c'est pas 300 déchets. C'est potentiellement, c'est 300 personnes qui ont été attendues, aimées, désirées. Et c'est comme si, quand une personne âgée décédait, on se disait « ouais, bon, c'est normal, de toute façon, elle est morte, elle était âgée, donc on peut faire ce qu'on veut du corps ». Ben non, on va pas faire ce qu'on veut du corps. Le corps, c'est quelque chose qui a du sens, donc on fait pas n'importe quoi avec ça. Et c'est ce message que je voulais essayer de transmettre. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'après, il s'est passé des choses au niveau de la législation. Il y a des choses qui ont été mises en place par rapport au suivi du devenir du corps, par rapport au temps qu'on accorde aux familles pour qu'elles changent d'avis, par rapport à l'information des familles, par rapport à l'information des professionnels sur le devenir du corps, parce que tout ça, ça venait aussi du fait que les professionnels, on leur avait pas dit la vérité, on leur a pas dit, mais vous alors sachez que quand il y a une crémation d'un corps d'un tout petit comme ça, il y a que de l'eau, donc il y a pas de cendre.
Il y a des choses comme ça qui n'avaient jamais été dites avec cette même idée, je pense, dont j'ai parlé au tout début, qui est: ils souffrent déjà tellement, c'est pas la peine de les faire souffrir plus. Il y a rien de pire que de ne pas savoir et qu'une information claire, donnée de la bonne manière, à partir du moment où c'est fait simplement, clairement et avec humanité, n'importe qui peut entendre n'importe quoi. Voilà, la vérité, elle est là, ok. On l'entend, ce qui est terrible, c'est ces non-dits, et à partir du moment où on n'est pas informé, on ne sait pas ce qu'on peut faire. S'il y a personne pour vous dire, vous avez le droit de voir votre enfant, vous avez le droit, éventuellement, enfin, vous pouvez repousser l'interruption médicale de grossesse si vous avez besoin de prendre plus de temps pour une raison X. Vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit de le voir, vous avez le droit de faire une cérémonie, vous avez le droit de le tenir dans vos bras, vous avez le droit à plein de choses, vous avez le droit de chercher des alternatives, les possibilités d'accouchement sous X et d'adoption, ça existe. Tout ça, c'est des choses, il faut que les familles aient les informations pour ensuite pouvoir se dire: j'ai pris ma décision à un moment donné, dans un contexte donné, en ayant un maximum d'informations. Après, on a toujours des regrets a posteriori. Mais il n'empêche, on aura su beaucoup plus de choses, donc on aura été, alors ce qu'on est maintenant, acteur de notre santé. Et si on n'a pas les connaissances et si on n'a pas le soutien derrière, eh ben, on s'écrase, on dit rien et on souffre après. Tandis que si on a eu l'information, si on sait ce qu'on fait, si on sait à quoi on a le droit, ok, on va se battre un peu, mais on va faire valoir nos décisions de parents, parce que c'est un enfant qui meurt, ok, mais on est ses parents et donc on décide aussi longtemps que nécessaire. Pour l'association, surtout ce qui s'est passé, c'est qu'à la même époque, alors ça a peut-être joué, ou c'était l'année d'après, je sais plus, mais enfin ça reste, pour moi je l'associe à ça. On a eu une subvention de la Fondation de France pour faire éditer un livret d'accompagnement destiné aux familles et aux professionnels. Donc on a fait éditer un super livret, le livret de Petite Émilie, qu'on donnait gratuitement à toutes les familles qui en faisaient la demande sur internet, qu'on faisait payer aux maternités, forcément, pour les exemples support papier, un livret qui a été rédigé par des familles et par des professionnels pour expliquer tout ce qu'il y avait à savoir. Et ça a été prodigieux parce qu'on savait que les familles, une des choses les plus terribles, c'est quand on a l'annonce, on est tellement estomaqué qu'on n'entend pas ce qu'on nous dit après. Et qu'il y a vraiment besoin d'une trace papier pour pouvoir lire, relire et poser ses questions. Et il y avait des pages sur le devenir du corps, etc. Donc ça, c'était super. En plus, le livret a pu évoluer avec la législation pour que ce soit à jour. Et on a soulevé d'autres problèmes, le congé maternité, les indemnités qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on fait de cet argent quand l'enfant est mort, etc. Et on a pu faire préfacer la première ou peut-être la deuxième édition par Xavier Bertrand, justement, qui avait été sensibilisé au sujet. Donc je pense que ça aussi, ça nous a aidés. Mais ensuite, il n'y a eu aucune idée de revendication ni quoi que ce soit. Mais il y avait plein de familles qui auraient pu aller au pénal. De mon côté, j'avais pas tellement poussé parce que si on était allé au pénal, il aurait fallu garder les preuves. Et ça veut dire que les familles auraient dû attendre encore avant de récupérer leur corps parce que la PHP avait mis en place un numéro d'appel et il y a des familles, plein de familles qui ont appelé et des familles qui ont retrouvé leur corps de leur enfant 20 ans après. Et est-ce que vraiment 20 ans après, on a le courage d'attendre encore, de savoir que le corps est là pour aller faire un procès? Moi, j'avais pas envie de pousser. Il y a des avocats qui m'ont appelé pour essayer de me pousser à ça. J'ai refusé. Et j'ai espéré surtout que ça bougerait pour la suite. On a souhaité être impliqués dans les démarches autour des réflexions, autour des textes de loi. Et ça, on l'a été. Mais pareil, toujours de manière constructive. Voilà, nous, on vous donne notre ressenti en tant que famille. On réfléchit avec vous et on réfléchit tous ensemble pour trouver quelque chose qui convienne et aux familles et aux professionnels. Créer une alliance entre les familles et les professionnels, c'est ça le nerf de la guerre pour Caroline et son association. Faire entendre la voix de ses mères, de ses pères, permet aux soignants et soignantes d'avoir une vision plus large du deuil et de son vécu, de prendre véritablement la mesure en fait de ce qui se joue physiquement, mais aussi émotionnellement quand on traverse ça. Être mieux formé, c'est aussi se sentir mieux armé pour vivre cette épreuve en tant que gynécologue ou sage-femme par exemple.
Être mieux formé, c'est permettre avant tout de mieux l'accompagner cette épreuve. 1 an après le début de l'affaire, les médecins responsables écopent d'un blâme. Caroline, elle aurait surtout aimé avoir des excuses envers les parents. Malgré tout, l'affaire Saint-Vincent-de-Paul a marqué un tournant dans les esprits. Un tournant suivi de conséquences concrètes. Face à la violence de la découverte, il fallait dépasser la sidération et la simple dénonciation pour réfléchir à la suite et proposer des mesures pour faire bouger les choses. Il y avait urgence à reconnaître l'expérience des familles et à encadrer les pratiques. Dans le sillage de ce scandale, le Comité national d'éthique émet dès septembre 2005 un avis à propos de la conservation des corps de fœtus et des bébés mort-nés. Aucune conservation à moyen ou long terme d'un fœtus ne doit se faire en dehors d'une raison scientifique majeure accompagnée du consentement des parents, les collections étant désormais obsolètes et contraires à l'éthique. Le mot collection, c'est celui qui avait été utilisé par les médecins qui avaient stocké ces corps pour la recherche médicale. Encore aujourd'hui, plusieurs principes prévalent. Accorder, par exemple, au corps de ses enfants le respect dû au corps de toute personne décédée, donner au couple l'information complète et transparente, éviter toute conservation non justifiée des corps, par exemple, permettre également aux parents d'avoir 10 jours pour réfléchir. Est-ce que je laisse le corps de mon bébé à l'hôpital? Est-ce que je prends en charge les obsèques? 1 an plus tard, en 2006, l'espace éthique de la PHP publie lui aussi un texte sur l'accompagnement de la mort fœtale ou périnatale, suivi d'un rapport de l'IGAS. Toutes ces réflexions ont abouti à plusieurs évolutions réglementaires, allant de pair avec une montée en puissance de la voix des parents. Ainsi, quelques années plus tard, le terme de 22 semaines d'aménorrhée, retenu dans les textes pour permettre notamment aux familles l'organisation d'une inhumation ou l'inscription du bébé à l'état civil, est remis en cause. Marc Dupont, lors de notre entretien, m'explique que plusieurs mères avaient contesté ce seuil. Leur souhait, organiser les funérailles de leur bébé né peu avant 22 semaines d'aménorrhée. Or, l'hôpital refusait de leur rendre le corps. La Cour de cassation est saisie et, se référant au Code civil qui parle d'accouchement, émet 3 arrêts en février 2006, jugeant illégal le seuil de 22 semaines d'aménorrhée retenu depuis 2001. Suite à cela, des décrets en 2008 puis en 2009 permettent la délivrance d'un acte d'enfant né sans vie à la demande des familles sur présentation d'un certificat d'accouchement, cet accouchement pouvant survenir bien avant 22 semaines d'aménorrhée. Cette mesure est en plus rétroactive et concerne tous les bébés morts-nés depuis 1993. Preuve que les règles tendent à s'adapter au vécu du deuil des familles, la délivrance d'un acte d'enfant né sans vie et l'inscription sur le livret de famille peuvent se faire à n'importe quel moment, dans les jours qui suivent la naissance ou même plusieurs années après. Autre point, c'est celui des obsèques. Si la famille souhaite l'organisation de funérailles, les communes peuvent accompagner cette volonté en autorisant l'inhumation ou la crémation des corps avant 22 semaines, toujours. Toutes ces questions sont très complexes, d'autant que les bébés morts-nés n'ont pas de personnalité juridique. Ce ne sont pas des personnes au regard de la loi. Mais l'essentiel est là. Un nouveau pas vient d'être franchi dans la reconnaissance symbolique de ces bébés et dans la possibilité pour les familles de vivre leur deuil avec davantage de liberté, mais aussi d'information et d'accompagnement. Ces bébés morts-nés, ils n'ont pas de personnalité juridique donc, mais les notions de dignité, de respect n'en sont pas moins essentielles. Respect de ce petit corps, respect de la volonté du vécu de deuil de ses parents. Et toutes ces mutations qui assurent une meilleure prise en charge du deuil et qui auront des répercussions concrètes pour les parents qui le vivront, Caroline en est témoin. Elle en est aussi actrice. Elle prend part au Comité national d'éthique, aux discussions avec les soignants et les soignantes, à l'organisation de moments forts pour les parents, comme la cérémonie du souvenir au cimetière du Père-Lachaise à Paris, pour rendre hommage aux bébés décédés. Mise en place dès cette époque-là, elle est organisée régulièrement pendant plusieurs années. Aujourd'hui, c'est le crématorium de Champigny-sur-Marne qui rend régulièrement hommage aux enfants décédés avant leur naissance ou peu après. Cette cérémonie, plusieurs associations continuent d'y collaborer, dont Petite Émilie, par exemple. Cette cérémonie est un moment de recueillement qui est encore, aujourd'hui, organisé tous les trimestres. Et toutes ces actions, Caroline
Elle y prend part en tant que maman de Rémi, mais aussi et surtout en tant que présidente de Petite Émilie. Alors, la vie de présidente d'association, c'était très simple, hein. C'était, j'y vais simplement, point, j'y vais et je garde le même discours que celui que j'avais depuis 2 ans. Essayer de construire, essayer d'expliquer, ce côté, présidente d'association qui m'a portée, qui m'a donné l'énergie. Parce que je pense que si j'avais été juste la maman, ça aurait peut-être été différent. Là, j'étais contente de faire ça pour la suite, pour les autres familles et en me disant toujours pareil: «J'ai encore vécu, l'enfer, mais il faut que ça serve à d'autres». Du côté personnel, c'était plus compliqué parce que mon mari, il était, je dis «je» parce que c'est moi qui ai porté, l'histoire, mais mon mari, il était là tout le temps, il m'a soutenue tout le temps, du début à la fin et si j'ai pu faire ça, c'est bien parce qu'il était là et qui me soutenait. Il y avait ma fille qui était toute petite, mais qui était là, donc on lui disait des bricoles, mais c'était pas la peine d'en rajouter juste parce qu'il y a des journalistes qui étaient venus à la maison. Elle sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait qui était pas tout à fait normal. Mais comme moi j'allais bien, je pense que ça allait relativement bien, pour mes parents, pour ma famille, c'était très compliqué. Parce qu'eux m'avaient vue déjà souffrir, quand même. Et puis là, ça recommençait à nouveau, extrêmement fort et puis je crois qu'ils ont pas compris que je sois allée, que je sois allée chercher les médias en se disant plutôt: «Mais attends, voilà, protège-toi et t'en as assez fait, c'est pas la peine d'en faire plus». Donc là, pour eux, c'était, difficile de voir ça et puis parce que quand c'est dans les médias, on prend les journaux, on le voit dans les journaux. Mais ma mère était super, elle récupérait, tous les journaux qu'il y avait, elle a fait, toute la revue de presse pour voir un peu ce qui se disait, ce qui fait que maintenant, j'ai toutes les archives dessus. Donc pour eux, c'était difficile. Pour moi, c'était tellement la 5e dimension. Et j'ai toujours été portée par: «OK, qu'est-ce qu'on va faire de constructif pour les autres? Comment on va transformer ça?» Alors il y en a qui disent: «Oui, c'est une thérapie». OK, super, elle est très bien comme thérapie. J'aurais ma thérapie personnelle à faire à côté, j'aurais sûrement d'autres choses à faire, mais si ça m'aide d'aider les autres, je vois pas où est le souci. Ça aide à avancer et ça aide à avoir une énergie qui est extrêmement positive. Parce qu'il y avait quand même toutes les filles du forum de Petite Émilie qui étaient là, tous les parents. Et je savais très bien qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, c'était pour les familles qui étaient là et c'était pour les familles qui allaient arriver parce qu'il y en aura tout le temps d'autres. Il y aura tout le temps des morts à la naissance. Donc il y aura tout le temps besoin d'aide. Donc on a tout le temps besoin d'améliorer les choses. Vers 2010, Caroline quitte l'association Petite Émilie. Une page se tourne, oui, mais cette expérience intimement liée à la perte de son premier bébé fera toujours partie de sa vie. Parce que c'est Rémi, finalement, qui lui a donné l'énergie de mobiliser des parents et des soignants, soignantes pour permettre un meilleur accompagnement des familles. C'est Rémi qui lui a donné l'énergie d'établir un dialogue entre deux mondes qui parfois ne communiquaient pas ensemble. Cette alliance, d'ailleurs, elle est toujours au cœur de Petite Émilie, dont les bénévoles interviennent dans des formations, dans des congrès, assurent la modération et l'animation d'un forum d'entraide et de soutien, répondent aussi aux questions des femmes et des hommes qui traversent cette épreuve. Aujourd'hui, Petite Émilie se mobilise toujours pour un meilleur accompagnement et une meilleure reconnaissance sociale du deuil périnatal. Car les avancées dans ce domaine sont indissociables de l'engagement des parents, des soignants, des soignantes, des associations. C'est par exemple la possibilité, depuis 2011 et sous certaines conditions, de percevoir la prime à la naissance de la CAF, même en cas de deuil périnatal. C'est aussi mener une réflexion sur la mise en place de lieux de recueillement dédiés aux bébés décédés, afin que les familles puissent avoir un endroit pour se rassembler. Pour terminer, Caroline, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent et qui viennent de dire au revoir à leur bébé ? Alors je vais leur dire que malheureusement leur souffrance, elles vont la vivre seules. Je pense souvent à la chanson Les uns contre les autres, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. La souffrance, on la porte seule, voilà. Après, la chance qu'on a, c'est que quel que soit ce qu'on vit, on peut s'appuyer et il faut s'appuyer sur les gens qui comprennent. Et ce qui est très important, c'est de savoir que c'est pas forcément les gens les plus proches qui vont le mieux comprendre. On ne sait pas qui va comprendre. Et c'est pas la peine d'essayer de forcer quelqu'un qui ne comprend pas à comprendre, il n'y arrivera pas. Par contre, ce qui est fondamental, c'est de s'appuyer sur les gens qui nous font du bien.
Et ça peut être très surprenant. On ne sait pas qui va nous faire du bien et on ne sait pas quand, et ça peut être juste une phrase. Donc surtout, chérissez les gens qui vous font du bien, appuyez-vous sur eux et puis parlez. Voilà, il faut expliquer ce qu'on vit parce qu'on ne sait jamais qui a vécu quelque chose qui va faire écho et on découvre des histoires incroyables parce que moi je me souviens que ce que je regrettais c'est que ça se voit pas sur mon front. J'aurais voulu un brassard comme on faisait à une époque pour dire en deuil, pour dire aux gens ouais je suis en train de vivre quelque chose d'extrêmement difficile. Ça on l'a plus ce brassard en deuil, donc on peut plus le dire. Mais il faut, quand on en a besoin, il faut le dire. Point. Si c'est bien pris, ben c'est super. On a des discours, on est aidé. Si c'est mal pris, ben on arrête et on passe à autre chose. Mais il y a beaucoup plus d'aide qu'on ne l'imagine à partir du moment où on se met à partager ce qu'on a vécu. Et puis surtout, ce qui est surprenant, et ce qui est très fort, c'est ce qui va se créer. Donc on s'appuie sur les gens qu'on rencontre et qui nous font du bien. Et petite Émilie, il y en a plein. Voilà. Donc ça, c'est formidable. Cet épisode hors série de Revoir Podcast, en partenariat avec l'association Petite Émilie, touche à sa fin. Toutes les sources et tous les articles rassemblés pour le réaliser, et notamment les références sur l'affaire Saint-Vincent de Paul, sont mentionnés en description. Un grand merci à Caroline Lemoine, fondatrice de Petite Émilie, pour son témoignage. Merci également à Marc Dupont, directeur adjoint de l'APHP, d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous souhaitez en savoir plus sur la réglementation qui encadre le deuil, identifier des ressources pour le traverser ou mieux l'accompagner, rendez-vous sur petiteemilie.org. Si vous êtes soignant ou soignante, l'association organise également des formations et des actions de sensibilisation à propos du deuil périnatal. N'hésitez pas à la contacter via le site internet. Je suis Sophie de Chivray, réalisatrice d'Au Revoir Podcast depuis septembre 2020. Je vous remercie pour votre écoute et votre confiance et je vous dis à très vite pour un second épisode en partenariat avec Petite Émilie. Cette fois-ci, je vous emmènerai lors d'une après-midi d'intervention avec 2 bénévoles de l'association, une maman et une soignante, une intervention dans une école d'étudiants et d'étudiantes sages-femmes. Je vous dis à très bientôt.